c'est touché, c'est cette manière dont finalement on peut se demander si une communauté se reforme pas sous forme éphémère, circulatoire, autour de ce qui nous a été présenté du patrimoine de cette synagogue de Lacanais, quoi. Alors ce matin, je suis content d'accueillir trois participants. Et cette séance, donc, il s'agit de mettre l'accent sur cette idée que, au travers du patrimoine, on n'a pas seulement affaire à des sites, des dimensions ancrées ou des territoires perçus de manière fixe, mais évidemment, tout ça circule, tout ça se pense de manière réticulaire. Donc ça, c'est encore une autre dimension qui nous intéresse, c'est comment les personnes, les valeurs, etc. circulent. Et ce qui est frappant aussi, c'est que si ces questions patrimoniales, on l'a vu hier matin, elles sont souvent le fait d'acteurs qui peuvent être hégémoniques ou puissants, les États, etc. On voit aussi beaucoup de dynamiques pas seulement qui se greffent, mais qui en tout cas viennent pluraliser cette vision du patrimoine comme quelque chose qui tomberait simplement d'en haut, etc. Et moi, je pense que les acteurs et des collectifs qui sont entre plusieurs pays internationaux, transnationaux, jouent un rôle là-dedans. Voilà. Donc, ce matin, on a trois interventions de Cyril Lisnard, donc de l'Université d'Evora, et puis qui pilote le programme MERAPMED. Voilà. Ensuite, nous donnerons la parole à Meglena Zatkova, de l'Université de Plovdiv en Bulgarie, qui va nous parler de la frontière turco-bulgare. Et nous finirons avec Manuel Pénicaud, qui est du programme MERAPMED et qui est actuellement doctorant au MUSEM de Marseille. Voilà. Un post-doctorant, mais bien sûr, voilà. Mais non, mais enfin, voilà. Et un petit mot sur l'après-midi. Donc l'après-midi, là, on sera sur site, voilà, avec d'abord. Mais alors, je vois Pierre qui me dit mais non, laisse-moi finir. Avec l'intervention de Semia Samara, d'abord, qui va nous présenter son travail sur le patrimoine ottoman à Athènes, et ensuite nous irons en ville ensemble. Donc l'idée, c'est à 14h30, on te laisse la parole, Semia, et voilà. Et ensuite, on se donne rendez-vous donc dans le centre-ville pour une visite, un tour urbain. Voilà. Je m'arrête là et je laisse tout de suite la parole à Cyril. Merci. Merci beaucoup. Et puis merci à tous les dont je fais partie aussi, mais bon, j'étais pas tout seul, les personnes n'étaient tout seules dans cette histoire, donc pour avoir organisé. Et je voudrais m'excuser aussi de ne pas avoir été présent hier. Je devais accueillir des collègues brésiliennes, un petit peu plus frais, d'accord. Des collègues brésiliennes au Portugal, donc j'ai dû décaler un petit peu le programme et ne pas être avec vous hier. Alors, pour vous présenter le cas de la communauté catholique de Rhodes, je souhaiterais partir de l'hypothèse d'une contradiction qui touche les activités patrimoniales des minorités religieuses. Pour assurer une visibilité minimum dans l'espace public, les minorités religieuses peuvent choisir d'entamer une démarche patrimoniale. Cette démarche les contraint à ouvrir officiellement leur lieu, leur histoire et éventuellement leurs rites à des visiteurs totalement extérieurs à leur tradition religieuse. Et dans le même temps, c'est cette ouverture qui va leur permettre d'affirmer leur propre spécificité et les limites de leur identité religieuse. Comme on le sait, la Méditerranée orientale est un haut lieu des passages interconfessionnels et il existe déjà une sorte d'habitus de la coexistence religieuse qui implique cette dynamique contradictoire de l'ouverture qui permet une définition des frontières du groupe. Frédéric Barthes et sa notion maintenant classique de frontières ethniques proposent un outil analytique sensible pour décrire et comprendre ce genre de phénomène. Mais qu'il s'agisse de l'habitude interconfessionnelle ou du jeu sur les frontières ethniques, le patrimoine en tant que fait social n'est pas souvent mis en avant comme élément du système local de définition des groupes religieux. J'aimerais donc proposer de poursuivre cette réflexion sur le principe contradictoire, mais complémentaire d'ouverture et de fermeture, en recentrant le propos sur le fait patrimonial et sur son incidence sur la construction des identités religieuses, mais non pas à partir des contenus déclaratifs des groupes, autrement dit pas à partir des discours, mais en interrogeant des usages de l'espace et des dynamiques interconfessionnelles en acte dans les lieux mêmes de la communauté.
Je prendrai moins ici la métaphore de la frontière que celle de la clôture, dont le sens me semble revêtir le même principe contradictoire et complémentaire qui préside aux activités patrimoniales des minorités religieuses, tout en inscrivant l'espace de manière centrale dans l'analyse. Alors la clôture, comme le soulignaient déjà Furtière et Littré, désigne à la fois la définition des limites d'un espace donné, d'une manière générale, mais également et plus spécifiquement les lieux de vie religieuse des moines et des moniales qui sont séparés de la société civile. La clôture religieuse renvoie ainsi à une division matérielle et spirituelle entre deux mondes et s'inscrit dans le schéma de la différenciation pensée par Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse entre le domaine du sacré et celui du profane. Cependant, comme les successeurs du sociologue l'ont montré, la séparation entre les deux ensembles est souvent perméable, réversible et instable. Dans le monde chrétien, elle se matérialise en particulier dans des espaces comme l'église ou le monastère, qui constituent moins des séparations rigides que des frontières épaisses et poreuses entre la vie séculaire et la pratique rituelle. La clôture religieuse, qui se caractérise par des lieux, des manières de vivre et des temporalités contrôlées, ménage en effet des interstices, des passages et des liaisons qui relativisent une division nette entre le monde consacré et le monde ordinaire. Qu'il s'agisse du maintien du lien avec les familles d'origine ou de la participation des fidèles aux offices des religieuses cloîtrées, par exemple, certains dispositifs, comme le parloir ou la grille entre le chœur et la nef, qu'on appelle aussi parfois clôture, ouvrent ces passages physiques, verbaux et visuels entre les espaces intérieurs et extérieurs du monastère et entre les individus appartenant à la communauté monastique et ceux qui la visitent ou la côtoient. Mais la définition de ces espaces religieux implique également une définition sociale de soi et de l'autre, qui joue sur les frontières spatiales du groupe, là où précisément la rencontre avec l'altérité et la définition de soi sont rendues possibles. Ces frontières constituent des lieux par excellence d'opposition et de renforcement des identités culturelles et doivent nécessairement se manifester par leur ouverture et leur confrontation, même partielle, aux autres. Le monastère, en tant qu'espace cloîtré et regroupant des individus distingués religieusement, semble bien mettre en application ce double principe spatial et social de la clôture et ménager des interstices et des frontières épaisses qui permettent la définition et la reconnaissance de sa singularité et de celle de ses religieux. En ce sens, le monastère est un paradigme de la clôture qui permet de mieux comprendre comment le dispositif matériel de séparation fonctionne également comme un outil d'articulation entre des espaces, des groupes et des ensembles de représentations culturelles. Alors, qu'est-ce que la métaphore de la clôture peut apporter à la compréhension du cas des catholiques de l'île de Rhodes ? Inscrit dans un territoire marqué par une longue histoire qui voit se succéder les dominations religieuses byzantines, catholiques, musulmanes et orthodoxes, et survivre à la marge un judaïsme séfarade, marqué également par l'implantation temporaire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et par la colonisation italienne entre 1912 et la Seconde Guerre mondiale, les catholiques occupent aujourd'hui une position marginale dans la société hérodienne. Confrontés à leur statut de minorité religieuse et à une affluence de touristes qui visitent l'île pendant l'été, ils mettent en place un contrôle de l'accès et de la fermeture de leur communauté et de leurs espaces. Je voudrais donc décrire comment les dimensions sociales et spatiales de la clôture se manifestent dans le cas de cette communauté et montrer pourquoi la vie religieuse en contexte patrimonial et les échanges qu'elle implique peut être comprise comme une édification et une ouverture perpétuelle de la clôture qui sont cependant les conditions mêmes de la survie du groupe minoritaire. Actuellement, la communauté d'un petit millier d'individus catholique à Rhodes est constituée des individus issus des mariages mixtes de la période coloniale, des retraités de l'Europe du Nord ou d'Italie installés sur l'île, des travailleurs domestiques philippins et également de nombreux touristes passagers pendant la période estivale. Cette communauté se réunit dans 4 églises et chapelles, entretient 2 cimetières ainsi qu'une série de bâtiments liés au monastère franciscain. L'église Santa Maria de la Vittoria, rattachée au monastère, est le lieu de culte le plus ancien actuellement occupé par les catholiques. Elle est également le plus actif, avec plusieurs rituels quotidiens, et rassemble le siège administratif de l'église locale, les archives historiques, une maison d'hôtes et des salles récréatives. Les cimetières possèdent des chapelles dans lesquelles se célèbrent également ponctuellement des offices et des messes hebdomadaires en été. Une chapelle privée dédiée à Sainte-Anne, en dehors de Rhodes, est ouverte au culte occasionnellement en été aussi.
Enfin, la plus grande église, celle de San Francesco, que vous avez vu tout à l'heure sur les photographies et que vous voyez maintenant l'intérieur, et qui est située au pied des remparts médiévaux de la ville, accueille tous les dimanches les fidèles pour une messe fréquentée par plus de 300 touristes en été. Afin de mieux recevoir ces fidèles extérieurs et de démontrer son existence dans le paysage touristique et religieux de Rhodes, l'Église catholique met en place une stratégie de visibilisation qui ouvre ces lieux et les rend visitables par des touristes et des catholiques de passage. Les édifices et les cimetières sont restaurés, repeints de neuf et identifiés grâce à des plaques en latin, en grec et en anglais. L'intérieur des lieux de culte pareillement rénové est pourvu de tous les éléments liturgiques nécessaires au culte. Une série de dépliants photocopiés décrit certains détails architecturaux ou rituels de la communauté et sont rédigés en plusieurs langues que les touristes utilisent. L'église Santa Maria et le cimetière de Rhodes, bénéficiant d'un personnel permanent, sont généralement ouverts à la visite tous les jours. Le site internet de l'église comporte également une description de chacun des lieux de culte actuels, avec un diaporama de photographie et une notice historique. Le sacrement de la confession peut être reçu en une dizaine de langues du monde et le prêtre de la paroisse organise également sur demande des visites des locaux adjacents du monastère, dont la salle de théâtre qui expose une crèche de style italien datant de l'époque coloniale. Cette activité patrimoniale n'est pas l'apanage des catholiques de Rhodes. Globalement, les paroisses et les congrégations catholiques sont encouragées par le pouvoir central romain à promouvoir leur patrimoine, leurs archives et à ouvrir leurs lieux de culte à d'autres activités culturelles ou sociales que les célébrations rituelles. La lettre d'orientation de l'action culturelle de l'Église a été promulguée en 1993 et une commission ad hoc est formée et fonctionne au Vatican et dans plusieurs diocèses à travers le monde. Localement, d'autre part, la communauté juive étudiée par Pierre Sintès a développé une agency patrimoniale très variée et spectaculaire, très diversifiée, plutôt que variée, pardon, et spectaculaire, qui met en évidence la dispersion des descendants des juifs rhodiens et la réussite d'un modèle de tourisme des racines qui dépasse largement la communauté locale. Le souci de l'accueil et de l'ouverture des lieux que manifestent les membres de la paroisse catholique de Rhodes ne se limite pas à une patrimonialisation et à une mise en tourisme. L'Église catholique prête une partie de son jardin aux confessions protestantes qui ont édifié une petite construction en bois pour y célébrer le culte pendant l'été. Certains Grecs orthodoxes qui traversent l'église Santa Maria pour écourter leur chemin dans le quartier se signent et peuvent allumer une veilleuse devant la statue du Christ gisant qui est exposée dans l'église catholique. De manière plus spectaculaire encore, lors de la bénédiction hebdomadaire des pains de Saint-Antoine de Padoue ou lors de la fête annuelle de ce saint, les chrétiens orthodoxes sont présents et participent activement au culte catholique de Saint-Antoine. D'autre part, devant l'afflux considérable de touristes, le clergé catholique a développé une stratégie d'ouverture qui se traduit par une reformulation des modalités rituelles de la messe. Des livrets présentant la liturgie dans une quinzaine de langues sont mis à disposition des touristes. Avant le début de la messe, 2 femmes se succèdent au pupitre qui donnent la bienvenue aux touristes en 3 langues différentes et annoncent que dans l'archidiocèse de Rhodes, la communion se reçoit par intinction, c'est-à-dire qu'on reçoit l'hostie sur la langue, l'hostie trempée dans le vin et posée sur la langue, et qu'il est d'usage de s'agenouiller pendant la consécration de l'hostie. Le latin, le grec moderne, l'italien, le polonais, l'allemand et l'anglais alternent pendant la célébration eucharistique. L'homélie est dite par le prêtre en italien et en anglais, qui est directement traduite ensuite par une femme laïque en allemand et en grec moderne. Juste avant la conclusion et le renvoi des fidèles, à la fin de la célébration, le prêtre de la paroisse prend la parole en anglais et en italien et annonce quelques nouvelles de la paroisse. Il remercie également les touristes de leur participation et demande que les ressortissants des pays dont il égrène les noms lèvent la main. Après avoir prononcé la formule de renvoi, on le retrouve ayant quitté ses vêtements liturgiques à la porte de l'église, saluant chaque fois dans une langue différente les touristes qui partent déjeuner dans le centre-ville. La mise en place de la stratégie d'accueil et d'un rituel adapté aux fidèles touristes illustre la manière dont les catholiques de Rhodes entretiennent un espace matériel ouvert, permettant l'accès et la coexistence de la communauté et des fidèles allogènes. Cependant, la performance de la messe dominicale contient dans le même temps un dispositif rituel de clôture qui permet au clergé de contrôler un espace plus intime de la paroisse et par là même les frontières du groupe local.
La participation des touristes est en effet régulée par une série de directives sur les comportements rituels qui établit une différence sociale dès les premiers instants de la présence des touristes. La distribution des livrets de messe selon la langue d'expression ou les mots de bienvenue édictant 2 règles qui touchent à la manière de recevoir la communion ou de se comporter lors de la consécration constitue le premier dispositif de différenciation entre les touristes et les fidèles ordinaires. Visuellement, l'utilisation des livrets de messe aux couleurs vives selon la langue identifie les locuteurs des langues extra-locales et les signale comme des étrangers à la communauté paroissiale. Par ailleurs, pour beaucoup des touristes européens que j'ai pu interroger, la précision de la modalité rituelle de la communion fait écho aux normes en usage avant le Concile modernisateur de Vatican II et qui est toujours utilisée par les courants les plus radicaux du catholicisme. On entend parfois des témoignages de gêne vis-à-vis de ces pratiques et les touristes évoquent alors une communauté au caractère traditionnaliste et conservateur. On devine à mots couverts le plus souvent la réticence de certains retraités estivaux habitués de la paroisse qui considèrent que cette modification rituelle ne sert pas vraiment la politique d'ouverture revendiquée par le clergé local. De la même manière, l'étude des thèmes des sermons prononcés pendant les messes montre l'importance des rappels à la source unique de vérité qu'est la Bible, à une répétition des dogmes de la Trinité, au sens de l'Eucharistie pour un croyant catholique et au respect des règles et des consignes promulguées par l'Église catholique romaine. Le contenu de ces sermons est souvent mis en parallèle par les touristes avec l'archaïsme des règles rituelles et diffuse ainsi une représentation d'un catholicisme rhodien ritualiste et dogmatique. Cette représentation manifeste une limite entre le groupe local, qui partage certaines valeurs religieuses, et les touristes, qui ne s'y reconnaissent pas, malgré la mise en place des dispositifs d'accueil et d'ouverture des lieux de culte. La dimension rituelle et dogmatique de la fermeture se double par ailleurs d'une autre différenciation qui sépare le groupe paroissial et les fidèles étrangers. À la fin de la messe à San Francesco, je le prononce à la portugaise, à San Francesco, lorsque la nef est vide, les membres de la chorale, le prêtre et les femmes qui ont pris la parole au début de la messe et qui ont traduit l'homélie se retrouvent dans la salle à manger du presbytère de l'église pour partager un café et un gâteau. Il s'agit là d'une réunion intime des membres de la paroisse les plus actifs, pendant laquelle on note un fort degré d'interconnaissance, une convivialité et une habitude des lieux. Pour se rendre dans cette pièce, comme l'indique le très mauvais schéma que je vous ai fait, mais c'est la première fois que je fais un schéma avec ma tablette, donc veuillez excuser les défauts des débutants. Donc, pour se rendre dans cette pièce, on doit passer par la sacristie qui communique avec le chœur de l'église et la cuisine du logement du prêtre, ou sortir sur l'esplanade et sonner à la porte d'entrée du presbytère que l'on vient ouvrir spécialement pour vous y faire pénétrer. Le chemin de la sacristie est réservé aux seuls prêtres et aux laïcs qui aident à la célébration de la messe, de sorte que la plupart des touristes ne se rendent pas compte qu'une nouvelle séquence de la messe se poursuit ainsi au presbytère. En plus de l'édiction des règles rituelles et des conceptions théologiques traditionnalistes, l'usage et la construction d'un espace intime et réservé contribuent à la définition des limites de la communauté locale, en opposition à la présence des éléments catholiques extérieurs, plus hétérogènes et plus passagers que sont les touristes. L'ensemble que forme d'une part l'inclusion des touristes dans l'espace catholique par la patrimonialisation et l'adaptation du rituel, et d'autre part la réunion des paroissiens les plus proches du clergé autour d'un café, constituent les deux versants de la clôture comme définition de limites partiellement ouvertes. L'espace de l'église est bien physiquement ouvert à tous les fidèles, y compris les touristes non catholiques et les orthodoxes grecs. Mais la fermeture de l'espace du presbytère aux touristes implique également un nouveau découpage de la communauté éphémère de la messe entre ceux qui font partie de la paroisse et ceux qui en sont les hôtes provisoires et passagers. La distinction entre les deux catégories de catholiques n'est cependant possible qu'au prix de la construction de passages et de traverses des espaces et du groupe local et de l'ouverture de la clôture lors de la messe ouverte au public. Si clôture il y a, elle doit être construite comme une frontière franchissable ponctuellement et doit ménager des points de passage afin d'être visible par les membres de la communauté et signifier aux autres utilisateurs des espaces. Elle doit être conçue comme une clôture fragile,
dont l'existence est toujours remise en cause et la solidité renforcée par le jeu de la confrontation avec l'altérité des touristes et des autres confessions en présence. Selon les membres de la paroisse, l'ouverture de ces brèches nécessaires entraîne parfois un risque de destruction de la communauté ou des attaques directes envers son intégrité. On suspecte en effet, c'est en général les membres les plus proches de la paroisse, on suspecte en effet un mouvement religieux chrétien alternatif qui se dénomme The True Life in God, qui compterait plusieurs membres à Rhodes et que toutes les églises chrétiennes ont condamné comme une hérésie, de prétendre utiliser les églises catholiques de Rhodes, d'y recevoir la communion et de recruter de nouveaux fidèles dans la communauté catholique locale. Parmi les membres du conseil paroissial de Rhodes, on raconte notamment qu'un certain samedi de juin 2011, le prêtre a été victime de violences physiques de la part des membres du mouvement alors qu'il célébrait la messe. Il a été jeté dehors de son église et ils ont célébré la messe tout seuls sans le prêtre officiel de l'église. Les personnes qui ne sont pas connues et identifiées par les membres proches du prêtre, même si elles souhaitent se rapprocher de la vie de la paroisse, sont traitées avec beaucoup de prudence, y compris l'ethnologue évidemment, et il n'est pas rare que l'accès à la séquence du café au presbytère de Saint-François, de San Francesco, leur soit directement refusé. Ces dangers de l'ouverture et de la clôture peuvent en partie expliquer le soin que la paroisse apporte à l'encadrement du rituel de la messe et à la propagande de l'orthodoxie de ses croyances et de ses pratiques rituelles. Il confirme également que la fragile clôture de la communauté locale, tout en constituant une contrainte propre de sa vie quotidienne en contexte patrimonial, peut également être un support de l'expression de leur identité religieuse, confrontée à la diversité des catholiques voyageant jusque dans leur lieu de culte, mais aussi à la présence problématique de l'hérésie. L'Église catholique de Rhodes semble bien ainsi conjuguer la double dimension spatiale et sociale de la clôture, en contrôlant la fermeture confessionnelle et l'ouverture patrimoniale et rituelle de ces espaces dévotionnels à différents types de croyants, les catholiques locaux, les catholiques étrangers, les orthodoxes grecs et les hérétiques. Ainsi, l'approche ethnographique de la vie religieuse des catholiques de Rhodes montre comment la gestion patrimoniale des lieux de culte minoritaires implique également des façons de vivre la religion et des façons de régir son rapport aux autres qui forment un système dont les éléments sont parfois contradictoires mais nécessairement complémentaires, parfois instables mais toujours remis en jeu. Merci beaucoup de votre attention. Merci Cyril, et puis pour la promptitude aussi, c'est-à-dire on a du temps pour des questions. Bon, alors, peut-être un peu rapide. Oui, non, très bien. Oui. Alors je pense qu'on prend 5 à 10 minutes pour des remarques et des questions autour de l'intervention de Cyril Isnard. Bonjour, merci beaucoup pour ta communication qui moi m'intéresse particulièrement. Notamment la dimension œcuménique avec les orthodoxes, le culte de Saint-Antoine de Padoue, je trouve qui m'intéresse beaucoup. Je voudrais faire quelques remarques en fait par rapport à d'autres travaux que j'ai conduits, notamment le rapport aux langues. Et je trouve que c'est vraiment intéressant comme marqueur identitaire ou d'ouverture justement. Et dans le cas de deux sujets que j'ai travaillés, notamment, ma question c'est est-ce que c'est simplement parce qu'il y a une présence touristique forte de plusieurs nationalités, qu'il y a ces langues, ou est-ce que ça traduit aussi une volonté universaliste d'ouverture et tu vois ce que je veux dire, si c'est utilitariste, fonctionnel, d'utiliser ces langues, ou est-ce que c'est une volonté, parce que par exemple, moi j'ai travaillé sur un pèlerinage islamo-chrétien qui se veut justement ouvert, universaliste, et depuis les années 60, après Vatican II, il y avait véritablement cette volonté d'accueillir les pèlerins et de dire la messe ou le Notre Père au moins en 5, 6, 7 langues. Et chaque année, c'était la surenchère de le dire en plus de langues possibles. Et ça traduisait, il n'y avait pas autant de nationalités dans l'Église, mais c'était une volonté justement particulièrement universaliste. Et la même chose aussi que j'ai remarqué dont on parlait hier à table, dans le monastère aussi en Syrie de Paolo Dall'Olio, qui est ce jésuite aujourd'hui prisonnier, mais qui est un lieu à la fois un lieu de culte évidemment, mais aussi de passage et de traversée de frontières religieuses, mais aussi touristique. Enfin, c'est son monastère de Marmoussa qui aujourd'hui
qui n'est plus accessible, mais où les touristes sont extrêmement nombreux. C'est un sujet, un terrain que j'aurais voulu faire, que j'ai commencé, mais qui est fermé maintenant. Et lui, c'est extraordinaire aussi la façon dont il jongle avec les langues. Donc ça m'avait aussi frappé. Les offices religieux passent de l'arabe au grec, à l'italien, à l'anglais, et tout se fait très spontanément. Donc il y a un jonglage très virtuose en fait avec les langues. Ça, c'est plus un commentaire. Une autre question, c'est est-ce que les touristes dont tu parles, même est-ce que quand ils assistent à la messe, ils sont croyants ou est-ce qu'ils peuvent être aussi de simples spectateurs? Quelle est la position des fidèles ou du prêtre? Est-ce que le lieu est fermé pendant l'office ou est-ce qu'en fait il est ouvert à tous? Et quand tu dis il y a une différenciation qui s'opère, est-ce que justement c'est les touristes, est-ce que tu les définis comme croyants ou pas? Ou est-ce que ça se... Bon, c'est une question compliquée, mais... un autre truc aussi qui m'intéresse, et après j'arrête parce que j'ai trop de choses à dire, mais c'était l'idée que cette question des hérétiques m'intéresse aussi parce qu'en Bretagne, dans le même pèlerinage islamo-chrétien dont dont j'ai parlé tout à l'heure, on a aussi le même épisode qui s'est passé, c'était en 68 en plus, donc dans une période en France particulière, et il y a un groupe de chrétiens orthodoxes celtiques qui se réclamant de Glastonbury, donc d'un christianisme périphérique et marginal, qui se sont greffés justement. Mon hypothèse, c'est que le pèlerinage dont je parle étant un lieu ouvert, qui avait été ouvert par Massignon, bon ça c'est plus compliqué, c'est plus long, mais que du coup il y a eu une succession un afflux comme ça de personnes extérieures et qui ont aussi investi la chapelle et dit des messes en breton et en fait sont arrivés en contradiction. Ils ont été considérés comme aussi hérétiques en étant chassés. Donc il y a un parallèle aussi intéressant. Et donc je rejoins un peu l'idée que plus un lieu se veut ouvert, en même temps plus il produit aussi paradoxalement aussi de la fermeture ou du protectionnisme. Enfin, on a besoin aussi ça peut perturber, en tout cas c'est le cas de ce que j'ai observé dans mon terrain. Alors pour la question sur les langues, est-ce que c'est une volonté d'universalisme ou c'est simplement du pragmatisme à la petite semaine? C'est les deux. Je pense que c'est les deux. Quand j'ai commencé à travailler sur cette question avec le prêtre, il m'a dit clairement, mais c'est Vatican II. Vatican II oblige les communautés à utiliser la langue vernaculaire. Mais qu'est-ce qu'une langue vernaculaire d'un site touristique? C'est quoi? C'est l'anglais, c'est le grec moderne, c'est l'italien historique qui était revendiqué par les catholiques. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le polonais? Est-ce que c'est le philippin? Ils ont fait le choix de mettre toutes les langues. Et dans la messe, il y a au moins 5 langues différentes qui se succèdent. À différents moments, il y a 5 langues qui se succèdent. Mais la communication extérieure, disons, se fait essentiellement en anglais et en grec moderne. Mais l'usage du grec moderne est un enjeu fondamental pour le prêtre, parce qu'il dit que son diocèse et son église est en territoire grec. Donc il s'oblige à dire les messes en semaine, les messes de la semaine sont dites en grec moderne. Alors lui, il est anglais formé à Jérusalem. Ce qui explique aussi son habitude et son goût pour les langues. Oui. Est-ce que ce sont des spectateurs ou des touristes, les gens qui viennent assister à la messe? Je dirais que pendant la semaine, il y a des touristes et il y a des locaux. Il y a les deux. Mais c'est des touristes croyants. Ceux qui viennent aux messes pendant la semaine sont des touristes croyants. Ils y vont parce qu'ils vont assister à la messe comme s'ils étaient dans leur propre paroisse, en fait. Sur les 300 ou 350 personnes qui assistent à la messe le dimanche, c'est impossible de savoir qui vient là pour le culte ou qui vient là juste par curiosité. Et à mon avis, c'est impossible, c'est même à mon avis inutile d'essayer de faire la différence, parce qu'en fait les gens sont motivés par les deux. Ils sont motivés par la religion et ils sont motivés par la curiosité d'assister à ça. Donc sur ce statut ça renvoie à toute la question entre pèlerinage et tourisme, qui est indissoluble. Il pourrait y avoir une posture de la du prêtre ou du clergé pendant l'office aussi de réserver et de croyants et à éviter les appareils photos, etc. Non, mais c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible.
C'est quasiment impossible. La preuve, c'est que l'espace peut être violé très facilement par les hérétiques. Et que le grand danger pour lui, pour le prêtre, c'est de donner la communion aux hérétiques. S'il y a 350 touristes, dans une petite paroisse où tout le monde se connaît, c'est facile de savoir si tu peux donner la communion à un divorcé ou non. Mais dans un lieu touristique où les 350 personnes tournent toutes les semaines, c'est impossible de savoir si tu as des divorcés, si tu as des non-catholiques, si tu as des hérétiques dans ton assistance. Et donc c'est pour ça qu'en fait il y a une très très forte rhétorique sur qu'est-ce que c'est qu'être catholique et qu'est-ce que ça veut dire recevoir la communion et qu'est-ce que ça veut dire suivre les enseignements de l'Église, etc. C'est The True Life in God, c'est eux. Elle dit qu'elle reçoit des messages du Christ depuis une quinzaine d'années, qu'elle écrit, elle transcrit, oui c'est elle. Et au début des années 90, elle a été approchée par Ratzinger, qui était à l'époque pas encore pape, mais qui était le chef de la doctrine voilà. Donc elle se réclame maintenant du catholicisme alors qu'elle est grecque orthodoxe de tradition. Et sur ta dernière remarque sur la présence des hérétiques et les compétitions vraiment pas patrimoniales mais typiquement religieuses sur des sites religieux, il y a une collègue qui s'appelle Anna Fedele que tu connais qui a travaillé sur les mouvements de la déesse mère qui se revendiquent du paganisme et qui vont visiter et utiliser les sites, en général les sites mariales, pour faire leurs propres rituels et leurs propres incantations à la déesse mère, en disant que la Vierge Marie, c'est exactement leur déesse mère et c'est l'Église catholique qui a modifié et changé complètement la signification de cette divinité. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, interventions concernant ce que vient de dire Cyril? Moi, j'aurais peut-être juste une question. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit bien que sur cette question des patrimoines dits religieux, alors ça ne va pas de soi déjà, parce que c'est pas... Quand on a toujours tendance à penser que quand on utilise ce terme de patrimoine, on recourt à une catégorie comme ça qui serait finalement un peu fixée. Enfin, on voit que on a vu hier, on voit aujourd'hui que c'est compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que se pose quand même souvent cette question, sauf pour évidemment. Alors, mais même dans l'intervention de Krasimira hier sur les monuments, les lieux de culte, monuments de la culture, donc qui a priori quand même ont une fonction culturelle et plus cultuelle, mais se pose quand même tout le temps cette question de la négociation entre usage cultuel, usage culturel. Donc ce qui est intéressant dans le cas que tu as montré, c'est évidemment ces phénomènes de négociation puis de clôture, et puis de toute façon l'espace peut pas être imperméable, c'est clair. Ah, moi je m'interrogeais quand même sur donc toujours sur ce travail d'essayer de préciser ce qu'on entend par patrimoine là, en ce sens-là, c'est-à-dire est-ce que le terme heritage, enfin héritage, gérer un héritage est utilisé par les membres de la paroisse, par le prêtre, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on se situe dans un usage patrimonial implicite, donc où les gens ne recourent pas forcément à la notion, cette notion-là, donc jusqu'où voilà, tu mobilises cette idée de patrimoine, patrimonialisation dans ce cas-là, quoi, voilà, ou est-ce qu'il ne s'agit pas simplement d'ouverture aux touristes, c'est-à-dire de gestion du lieu dans un contexte ouvert? Et deuxièmement, est-ce que ce sont des espaces qui ont un statut patrimonial établi au regard de, je sais pas moi, de l'État, du ministère de la Culture, qu'en est-il de ces pluralités des régimes patrimoniaux? Voilà, Non, c'est une très très bonne question. Il y a deux manières d'aborder la chose. En général, on dit que l'anthropologie, une de ses tâches, c'est de traduire, parce qu'on va dans une culture différente, et il faut traduire dans des termes qui nous permettent, nous, qui ne faisons pas partie de la culture en question, de comprendre ce qui se passe. D'accord ? Donc, une façon, c'est d'utiliser les métaphores, en disant ce que font les catholiques, c'est de la patrimonialisation. Bon, ça c'est la première entrée, la première manière d'analyser. La deuxième, c'est de dire quel discours ils tiennent et quels mots ils utilisent pour parler de ça. Ils utilisent le mot patrimoine, sans aucun problème. Ils utilisent des techniques patrimoniales. Donc,
je n'utilise pas patrimoine ici pour le cas des catholiques en tant que métaphore, ni même en tant que mise en tourisme. Parce que ça va plus loin que la mise en tourisme. Parce que si on dit mise en tourisme, ça voudrait dire qu'il y aurait un public touriste qui serait là potentiellement, qui voudrait venir voir le patrimoine des catholiques. A priori, le seul public touriste qui existe à Rhodes, c'est les descendants des colons italiens. Il n'y a que ceux-là qui visitent expressément pour revisiter leur héritage. Tous les autres touristes qui viennent, ce sont des touristes qui sont captés à cause de la politique patrimoniale de l'Église. Clairement, okay. Clairement, très, très clairement. Et sur le statut patrimonial des lieux, en fait, il n'y a aucun édifice qui est classé par le ministère grec, parce que tous ces édifices relèvent de la propriété privée exclusive des franciscains. Parce qu'au moment du rattachement du Dodécanèse à la Grèce, tous les bâtiments religieux ont été donnés au ministère soit du culte, soit du tourisme, sauf les propriétés privées qui appartenaient en bien à des communautés religieuses identifiées. Ce qui était le cas de la communauté franciscaine de Rhodes. Là, c'est voilà. Gestion autonome. Et... Oui. Je propose de laisser encore la place à une ou deux questions, si il y en a. Oui, une question très brève, très brève, je sais pas, sur la notion de clôture là, que tu as mobilisée autour de ta description des dispositifs. Je voulais savoir en quelle mesure tu ne penses pas qu'on peut aussi, et ça renvoie aussi à une autre réflexion que je me suis faite dans ton usage du terme de communauté, dès le début où tu parles de communauté catholique. Est-ce que cet ensemble composite fait communauté? Dans quelle mesure il fait communauté? À quel moment? Pourquoi? Et en fait, ça rejoint cette question sur la clôture spatiale, pour le coup, que tu as très bien montré par ce joli petit dessin que nous avons tous apprécié, nous avons pu tous admirer sa candeur. Voilà, non, surtout on a admiré ta dextérité, parce que dans l'avion c'est pas facile de dessiner sur une tablette, oui, je comprends. Donc en fait, non. Vous voulez le voir encore? Regardez, voilà, très bien, laisse-le. Donc l'idée c'est que on essaye les géographes essayent de varier les échelles assez souvent, et là ce que tu nous montres sur cette échelle vraiment très très locale, je me demande dans quelle mesure on peut pas aussi l'extrapoler, et l'extrapoler, monter sur des échelles un peu supérieures, et essayer de voir dans quelle mesure cette clôture elle continue à s'instiller dans la ville, dans les rapports sociaux entre justement la communauté catholique entre guillemets, l'ensemble de la société rhodienne, ou alors pour essayer de nous rapprocher aussi de l'intitulé de cette session, dans quelle mesure ces différents dispositifs ils créent à une autre échelle des réseaux d'appartenance qui nous instruit sur finalement la manière dont ce dispositif-là il s'adosse sur des groupes plus larges, sur des mouvements plus larges, des circulations de pouvoir, des circulations de prestige qui concernent d'autres espaces du coup et qui les mettent en connexion. Voilà. Alors je suis un peu, peut-être un petit peu fou, mais non, mais c'est vers là que je voudrais. C'est le prochain article. C'est vers là que je voudrais te pousser. Oui. Non, c'est vrai que la question de changement d'échelle, j'aurais pu en parler, ne serait-ce que par la composition même de ce qu'ils appellent, parce que c'est vrai que communauté, je l'utilise comme un terme indigène en fait. Là, quand je dis communauté, c'est le prêtre qui parle dans ma bouche en fait, parce qu'il parle de sa communauté, mais en fait sa communauté, est-ce qu'elle existe ou... Ce qui existe de manière certaine, c'est le conseil paroissial qui est fait de 12 personnes et qui sont très actifs et qui se réunissent tous les mois et qui travaillent. Après, au-delà de ça, en effet, les questions d'échelle sont très très importantes parce que ce sont essentiellement des gens qui sont très mobiles, qui participent, donc ils ne vivent pas tous à l'année à Rhodes, et ils ont des attaches pas aussi diverses et diversifiées que tes juifs, mais ils ont des attaches un peu partout dans le monde aussi. Et en termes justement de structure de pouvoir, voilà, c'est ça sa mission, le consul italien, l'Église. Oui. Au niveau politique. Plus géopolitique, d'accord. Ouais.
Oui. Et merci. Donc, je propose de laisser la parole tout de suite à Megleza Zlatkova. On va changer de région. Donc, ethnologue à l'université de Plovdiv. Le temps de t'installer. Moi, je ferme un petit peu la fenêtre. Je commente ce que je fais. I would like to thank you to the organizers and for the hospitality of École Française en Athènes. And please excuse me, but I prefer to speak in English. I'm going to say something about my fieldwork research on the two sides of the Bulgarian-Turkish border, and not because the border is so vast, but the history of the groups living on the two sides of the border and migrating from the two sides of the border is so long, and I will skip it. And I will try to focus on the recent forms of crossing the border in terms of constructing heritage, in terms of using memory, in terms of inhabiting these divided territories from the region of Thrace. And I will try to show some examples how the children of migrants, the next generations, are trying to deal with this situation of being here and there and migrating and remembering migration and be mobile people, as we will see with the case of the children of the Turks who migrated to Turkey from Bulgaria in the very end of 20th century. So in this paper, I will discuss the problem of migration and heritage and reconstruction of a territory divided in three national states, Bulgaria, Greece, and Turkey, from the viewpoint of the heirs of migrants, how they construct their heritage nowadays in the regions close to the Bulgarian-Turkish border, as ways of inhabiting the territories, what are the forms of crossing the border, when it is possible, how they reconstruct networks and exchanges, how the heritage is evaluated as a resource of a local development and policies, what are the capitals, cultural, social, symbolical, that could be or not be objects of gift exchange. The problematic of migration crossing the border, inheritance and memory in this paper is presented from the viewpoint of two localized cases, the two sides of the Bulgarian-Turkish border, Edirne in Turkey and the town of Tsarevo in Bulgaria. Towns are the places that welcome newcomers, see off migrants, offer shelter to the refugees, provide homes to the groups and individuals with settled status, etc. From such point of view, a town grants identities, remembers and forgets depending on the dominating ideologies. Ideologies, on the other hand, establish borders. Thus, towns bring limitations into play, rewrite people's biographies, and reconfigure their choices in life, not simply in terms of a place to inhabit, but also with reference to a sense of belonging.
of sharing or distinguishing with the help of memory, of accepting or rejecting one's heritage. It is the liminality of towns on one hand and the town close to the national border that comes into the limelight here. Research, some theoretical notes. The paper problematizes the acts of crossing, overcoming, and returning across the Bulgarian-Turkish border with regards to the two migrant groups, the Bulgarians from Aegean Thrace, or the so-called Thracian Bulgarians, and the Turks who were born in Bulgaria and resettled in Turkey. Currently, there are a number of people residing in Turkey who possess dual citizenship, Turkish and Bulgarian, people who can freely cross the geopolitical border and or live in both countries. Bulgarian citizens also go to or come back from Turkey as tourists and or heirs of their predecessors. The cases of Edirne and Tsarevo are a Turkish and a Bulgarian town which welcome refugees and migrants of various 20th century migration waves and events. They are not border towns proper, and life in them is dominated by the respective centers of the two states, Sofia and Ankara, and Istanbul in a certain sense. The constant cooperation between symbols, communities, and town spaces in the nation-state has been contracted to the analytical figure of the town that remembers top-down through the practices of ritualizing of the memory, validated by the official discourse, and forgets bottom-up through resistance, mockery, and distraction, real as well as ritual, of those memory sites. If, however, we consider the town in terms of the border, from the point of view of the descendants of migrants, we shall recognize that the town has forgotten top-down through policies of national homogenization, both in Bulgaria and in Turkey, and is trying to remember bottom-up through rituals of recalling and or the return of descendants. As far as we use the anthropological and sociological approach to the heirs, we had a fieldwork on the two sides of the border using the methods of observation, in-depth interviews with migrants and people from Edirne, and about 100 structured interviews with Turkish students, children of out migrants from Bulgaria and locals. The first case returning from and to Edirne. Edirne, Odrin, or Adrianopolis is a Turkish town where many out migrants from Balkans found their new homes in the entire 20th century, and especially in the last movement in 1989. On the other hand, the community of ethnic Bulgarians is still represented by few members living there and is supported as a symbolical place of collective memory by ritualized returning of the heirs, celebration of mainly religious Christian Orthodox fests, visit of the places connected with the Bulgarian traces on the urban surface, such as the two Bulgarian churches, the memorials of Balkan Wars, and etc. Another form of returning affairs are also the so-called expeditions of the children and grandchildren trying to find the birthplaces of their ancestors, the houses, the schools, and the churches in the villages nearby, and with a visit of Edirne and commemorations of their memory. On the town management level, one of the forms of returning to Edirne are the folklore festival and cultural events. Children on a school age, you can see some of the groups from Bulgaria here, each year participate in the festive life of the town. As a place of collective memory of the Bulgarian national state, Edirne is a town a part of the imagined topography of Bulgarianness, and nowadays is a tourist destination. People from Bulgaria go there not only for sightseeing and visit the significant places, but also for shopping. The tourism is also one of the mechanisms of transforming memories
have some pictures here. And discovering the heritage. Edirne is promoted mainly as a shopping destination in Bulgaria, but an important part of the one-day trip is the organized visits both of the Selimia Mosque, the monument of UNESCO World Cultural Heritage, and one of the two Bulgarian churches, reconstructed and considered as cultural heritage sites from the Turkish state. It was mentioned in the presentation for Istanbul yesterday. During my fieldwork, another group migrated from Bulgaria was identified in Edirne, those of the Roma community. They are recognized as ours by Turks who came from Bulgaria. Their heritage of the communities is visible on the urban surface as festive practices connected with the water, the kakava or Hederles. The fest is visited not only by Roma people and heterodox Muslims from all over European part of Turkey, but also it is visited by people of the town and presented by mayor and official leaders. Taking in terms of inheritance of the urban places, Karaichi along the Tunja River is a significant and emblematic place. That was the place of a sultan palace. Later on, after the Balkan Wars, it becomes a place of memory with monuments and rituals of commemoration. In one and the same time, the old wrestling stadium provides spaces for the ritual fireplace of observation and picnics, especially during this Kakava day and night. The mechanisms of remembrance and returning in Bulgaria physically and symbolically of another studied type of migrants, those of the Turks settled to Turkey, will not be presented here into details. For our research, it was important to study how and why the children of out-migrants are willing or not to return to Bulgaria. For that reason, we chose the group of the students at the University of Edirne and several Bulgarian universities in Plovdiv and Varna. The family strategies in Bourdieu's term we called educational tourism. Students with dual citizenship come to Bulgaria to study prestigious subjects as medicine and engineering. Some of their motives are, it comes from the inquiry, from structured interviews, to have fun, to avoid military services in Turkey, to find a bride or a future husband. This is a practice, still practice to have marriage, but not from Turkey, with Turks, but from Bulgaria, not from Turkey, as a result of the study, to obtain an European diploma for higher education, etc. In this case, the heirs students are using both their Bulgarian passports to have a special fee discount as Bulgarians, and their Turkish passports to subscribe in Bulgarian universities without an exam. This double game, again in Bourdieu's term, is a play with the dual citizenship and a way to transform the cultural capital, the heritage, into an economic one. They're planning to go back to Turkey and to practice their professions and to be middle class and to have a proper incomes. In other words, for the young generation of children of migrants, the important life and social choice is not necessarily connected with staying in Turkey, but as possibilities of life choices of mobile people. This fluidity entails simultaneous process of going, return, and simultaneous inhabiting of the multidimensionality of the special boundaries on the behalf of the second generation. Here we find yet another type of cross-border returns. There were questionings of the inheritors of out-migrants from Bulgaria, to whom the contradictions of inherited spatial and temporal boundaries is the social condition for the opportunity to be crossing them. Edirne, the border and project culture, constructing heritage. We have, if we change our vantage point and consider the town from the border, the hypothesis that the status of Edirne has been changing becomes viable.
From the point of view of managing the cultural and historical heritage, the town is becoming less a peripheral with reference to a capital settlement which has been preoccupied with activities of localization and crossing the border, and more of a place expressive of its own specific locality through projects, activities, validating the national cultural and historical heritage, while relying on universal values. One of the ideas for town development relies on Edirne, which has been the historical center of a Thrace region, resuming its status with the help of numerous projects. One project in particular has adopted the goal of opening a tax-free mall on an island on the Maritsa River, which is the border river for Bulgaria, Greece, and Turkey. Another project is centered around the Thrace Euro region, but there is still problems with Greece. So this is just a project. It's not going on, still not going on now. And still another project is negotiated, and this is focused on Strandzha Euro region to create Strandzha's border mountain between Bulgaria and Turkey. This is as regional projects, and another example for projects that trying to using this cultural heritage is the issue of the three states constructing their share of the Thracian heritage. So this Thracian level appears. In Turkey, it's not that clear the difference between Thracian as ancient population and Thracians as regional nomination, Trakici, Trakilar, etc. But they try to put it in cultural projects for presenting heritage, common heritage. They are using it as means to invest in it from the viewpoint of view of regionalization and the reconstruction of the symbolic historical territory, Thrace. On the occasion of the anniversary of the Balkan Wars, a project for a construction of a tower near to the border between the three states has been developed by the mayor, the previous mayor of the town of Edirne, but now they have another local authorities, and probably in another occasion some other project will appear. Tsarevo, I will say a few words about Tsarevo and the situation. I call it migration towards majority. The case of Tsarevo is also defined by means of the national border. As last Bulgarian municipality neighboring with Turkey, this part of Bulgaria is trying to find mechanisms of compensation of the peripheral place in the national territory by empowering of the local as core Bulgarian. The village of Bulgari, where the purest Bulgarians or Urgari live, ancient culture, preserved nature, and rich folklore. The space of the mountain of Strandzha as part of the historical Thrace region is presented through some strategies of inheriting and validating identities and communities as the beginning of the 21st century. The contradictory successors of Thracian Bulgarians, refugees from Turkish Strandzha, are characterized by fluidity and complexity of position patterns in the network of social actors. And another aspect are the transformations of capital, cultural capital, in the construction of heritage of a local level, creating local brands, dancing on fire, or oak tree honeydew honey, organizing children's folklore festivals, initiating projects of trans-border collaborations, performing rituals of recalling, so-called excursions, or on the birthplaces, one's birthplaces, and etc. The strategy of descendants of Thracians from Tsarevo and region in the direction of Strandzha and Edirne are already part of the official local policies of the municipality.
Under the legitimate form of projects for trans-border collaboration, once the crossing of the border was eased and Bulgarians were allowed to travel freely to the Republic of Turkey. In addition to the trips to the villages, a number of projects for cultural exchange gained popularity. Although the homecoming of the descendants to the border areas such as Strandzha is similar to the excursions organized by the Thracians associations. Associations of Thracian Bulgarians, they are unified in a union, National Union of Thracian Bulgarians, so they have this structured organization. This act of border crossing is also an act of investment in social capital. The mediators between the totally unfamiliar homecomers, the descendants from Bulgaria going to Turkey, and those accommodated in the Bulgarian houses in Turkey were the out-migrants from Bulgaria and Balkans which were settled there. So the population in Turkish part of Strandzha is mostly population from Balkans. Turkey settled, people migrated in the very end of 20th century, sorry. So they have this cultural proximity, being Rumeli Turks, but they don't know each other. Bulgarians who are going there, they don't know Turkish. So these people, out-migrants from Bulgaria, so-called Bulgarian Turks, this is another nomination. They are playing this role of mediators, translators, guides, and they are also participating in these projects for cross-border collaboration on the municipality level. So what is another dimension of this? Using the heritage also for political reasons and for cultural events are the Youth Association that became fashionable after, in the second part, after 2005, let's say, and in Sarajevo they also founded this association, and this is the first president of the association. By the way, he is Nestinar, the youngest one. He is a singer, and they use this folkloristic competences, the cultural capital of being a folkloristic person for some organizational reasons and social networkings and etc. Most of the members of this association, around 14 in the year 2010, take part in a folk group, either affiliated to the Tsarevo Cultural House or self-taught. The current young descendants of Tsarevo and the region are reconstructing the recollections of the resettlement but it has to be mediated. It is a heritage they have to discover and keep for a while. The campaign for proper